surtout. Et on s'est retrouvé avec XJS sur cette envie commune, en tout cas, de partager notre savoir et de le challenger aussi, parce que l'objectif, c'est qu'il y ait des regards différents. Donc nous, on revient au sein de ces bureaux depuis pas longtemps, donc on profite de l'espace. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement renouveler l'aventure. On va déjà en faire une, vous nous direz après. Et si ça s'est bien passé, on en refera. Voilà. On en refera ici, et si vous souhaitez en hoster aussi, n'hésitez pas. L'idée, c'est de créer cette communauté, de pouvoir échanger sur un maximum de sujets, de pouvoir partager aux alentours d'Aix sur ce qu'on fait, et qu'on bénéficie chacun des expériences des autres. Donc voilà, j'espère que vous kifferez les 2 démos d'aujourd'hui qui seront super quali. Et n'hésitez pas après, si vous voulez qu'on discute pour le futur, organiser des nouvelles, partager des connaissances. C'est le but de cette communauté. Et une spéciale dédicace à Timur, du coup. Et Nicolas et Grégory aussi. Greg est là, ouais. Qui ont super bien bossé, donc on vous laisse la place. Hein. Allez. Merci. Je sais pas si je dois l'accrocher ou pas. Ok. Merci Céline, merci Eric pour cette intro. Et je vais commencer aujourd'hui à vous présenter le premier talk, dans lequel on va faire une rétrospective de 30 ans sur ce qui s'est passé dans le monde du web. Donc je vais déjà m'introduire. Est-ce que ça marche cette chose? Absolument pas. Tu peux voir? Non. Ouais, ça a l'air d'être allumé. Le premier, quoi. Oh, man. Vas-y, fais voir. Ça... Confirmation de non-fonctionnement. Putain, ça va être terrible, parce que j'ai pas mal de slides avec des animations. Donc je vais te faire des petits signaux de fumée. Si tu peux revenir sur la slide précédente, je vais me présenter. Il peut pas. Oh, le fail. Salut, moi c'est Tim, et je suis senior staff engineer chez GoJob, donc spécialisé plutôt dans le front-end. Et voilà, moi j'adore le front-end et j'adore le développement web. J'espère vous partager un petit peu cette étincelle de ce merveilleux monde qui est le web. Je pense que beaucoup d'entre vous travaillent dans le web, mais peut-être peu connaissent vraiment l'histoire de comment ça s'est construit. Et ça va être en fait le sujet de ce talk. Et on va commencer si tu peux passer à la slide suivante, le 12 mars 1989, exactement. C'est le jour où Tim Berners-Lee, alors travaillant au CERN en Suisse, a écrit ce merveilleux papier qui s'intitule Information Management a Proposal, où il décrit en fait les bases de ce qui est désormais le web. C'est drôle parce que... ça marche ou pas? Yes. En fait, son boss de l'époque avait annoté ce papier comme vague mais intéressant. Donc ça, c'est pas fou. Merci. Ah, trop bien. Cette idée était un petit peu trop révolutionnaire peut-être à l'époque. Mais, waouh. Ok. C'est peut-être trop loin. Vas-y, si je me rapproche. Oh, c'est vrai? Non. Double clic. Ok, je vais me rapprocher un petit peu comme ça. Il écrit en fait que le rêve derrière le web, c'est de créer un espace commun de partage où le partage se fait par l'information. Et cette universalité pour lui est essentielle. Le fait qu'un hyperlink, un hyperlien, peut emmener sur n'importe quelle page, qu'elle soit privée ou publique. En fait, l'idée, c'est de vraiment créer cet espace de partage commun à tout le monde. Yes. Ah, ok, il y a un petit peu de latence. Et c'est marrant parce que le 6 août 1989, Tim Berners-Lee et son équipe ont mis en ligne le premier site web qui était partagé dans les internets mondiaux. Et en fait, c'est là où... Ok. Ouais, le web est né ce jour-là. Il n'y a pas l'effet dramatique là, je suis désolé. C'est terrible. Ah. Non, toujours pas. Ah ouais, vas-y. Si tu peux revenir sur la slide précédente. Hop, petit spoil.
Mais qu'est-ce que le web finalement? On va revenir un petit peu au basique et voir ce que ça va dire le web ou le World Wide Web comme on l'appelait en 1989. Donc le web, en fait, c'est un fichier, tout simple, qui est écrit en langage du web. Yes. Qui est écrit en langage du web qui s'appelle le HTML. Et ça a cette tête-là. Si tu peux passer à la slide suivante. Et en fait, la particularité de ce document, c'est qu'il contient des hyperliens, donc des hyperlinks de Tim Berners-Lee qui peuvent nous amener sur une autre page ou alors sur d'autres ressources qui se trouvent également dans le web, les interconnectant les uns aux autres. Si tu peux passer. Donc, en fait, ces hyperliens contiennent des URL, Universal Resource Locator, c'est un peu dur à dire, mais on dit URL normalement dans la vraie vie. Donc, ils sont composés, qui sont très simples. Hein. Cette première partie identifie le site web, donc c'est un ordinateur physique en fait, sur lequel notre fichier se trouve. Et la deuxième partie, c'est notre page, donc le chemin vers notre page, qui va contenir notre document. J'essaie quand même, sait-on jamais. Donc comme j'ai dit, le site web, c'est juste un ordinateur hein, qui est connecté à Internet, ce qui est plutôt cool. Et la page web, c'est le fichier qui se trouve dans un directory de cet ordinateur. Jusqu'ici, super simple. Et on communique avec les autres ordinateurs par le biais de HTTP, c'est un protocole en fait qui est dédié pour le web. Ça a l'air de marcher, hein? Incroyable. Donc c'est en 1993 que Mosaic, le premier browser Internet, débarque et qui nous permet à tous d'utiliser cette merveilleuse création qui est le World Wide Web. Dans les premières années du web, il s'est passé une tonne de choses. Donc une tonne de nouveaux sites, de nouvelles expériences qui sont créées, mais aussi des nouvelles boîtes qui sont vraiment concentrées sur le web. Donc vous en connaissez peut-être quelques-unes, vous travaillez peut-être même dans des boîtes comme ça. C'est vraiment une nouveauté. Et c'est aussi là, environ dans ces années-là, que la guerre des browsers Internet a commencé. Donc Netscape, Internet Explorer, ça c'est Firefox, pour ceux qui ne connaissent pas le premier logo, il était horrible. Et Opera, notre némésis à tous, qui ont commencé dans les années 2000. Donc aussi, le web a grossi en termes de technologies qui sont utilisées. Le JavaScript en 95, le CSS, Cascading Style Sheets, qui ont débarqué en 96, Macromedia Flash aussi, 96, Rest and Rip. Et le WAP, qui est en fait un protocole pour des téléphones, pour pouvoir utiliser Internet, a débarqué en 98. Incroyable cette histoire. Et pareil, Rest and Rip WAP. Et le web, c'était vraiment quelque chose de super grand, et je pense que ça ne se terminera jamais. Ah ouais, merde. Ouais, il y a eu dans les années 2000 la bulle Internet qui a explosé, mais à part ça, tout va bien. Donc, si on se téléporte en 1998, à l'époque, le web était plus ou moins statique. Donc on allait taper une page web, elle nous est retournée. Il y a peut-être des styles qui sont appliqués. Il y a peut-être un peu de JavaScript ou de JScript, Microsoft, c'est la suite .NET, qui animait un petit peu la page. Il y avait aussi les balises Blink. Nice. Donc, bon, c'est plus ou moins statique quand même. Est-ce qu'il s'est passé? Yes. C'est qu'un jour, quelqu'un de très intelligent, beaucoup plus intelligent que moi, s'est dit, OK, et si on faisait un petit hack? Et ce qui est devenu le CGI. C'est à la fois très simple, en fait, comme principe, mais à la fois très intelligent. En simulant le chemin vers un fichier, et en le mettant derrière une convention qui s'appelle le CGI bin, on peut placer un programme web. Un programme web, à l'époque, c'était extrêmement simple. Donc on pouvait exécuter juste un script, par exemple, dans lequel on pouvait lire des variables d'environnement et utiliser le standard output pour flusher de l'HTML. Et donc là, ça marchait de ouf, et on a vu le potentiel dans ça, avec plein de... Ok, c'est dans l'autre sens. What the shit? Allô? Donc on pouvait utiliser par exemple des shell scripts, comme on a vu, des binaires C ou C++, hein, mais bon, qui prennent quand même 2 ans à compiler et à peu près autant de temps pour les apprendre, quand même, ces langages. Et aussi, on pouvait utiliser Perl et d'autres types de langages scripting. Mais bon, ils n'ont pas été écrits
à proprement pour le web, donc c'était un petit peu difficile de s'interfacer avec Internet, quoi. Et là, vous vous doutez bien qu'une autre solution beaucoup trop stylée qui va arriver, c'est le PHP, bien sûr. PHP qui a été vraiment le premier langage qui a été créé pour le web et qui a été pensé pour le web. PHP, c'était assez formidable son utilisation, enfin son concept, parce qu'il faisait des choses qui étaient très compliquées avant, il les rendait extrêmement simples, notamment les formes HTML. C'était hyper simple de poster un truc, d'analyser son output, de générer des pages web, c'était son objectif en même temps. L'accès aux cookies et aux variables d'environnement était simplifié, donc Epic Win pour PHP. Et là, on se posait la question, est-ce que les pages web peuvent devenir des applications web à proprement parler? Donc on va fusionner le CGI Bean avec la simplicité de l'HTML de l'époque. Et c'est exactement ce qu'a fait PHP en introduisant de nouveaux URL avec cette extension .php qui signifiait qu'il y avait un programme PHP derrière ça. Donc, ok. Maybe. Peut-être cette... Ah non! Ça va trop vite. Mais ce qui est formidable, c'est que n'importe quel fichier HTML peut être processé par le PHP, aucun problème. Et c'est incrémentalement, lorsqu'on... Pitié. Yes. On peut incrémentalement y introduire un comportement d'une application web, cette fois-ci. Par exemple, ici, on peut lire le cookie qui s'appelle user, lire une donnée depuis MySQL et interpoler cette valeur dans notre code. Et ce qui est bien, c'est que c'est super safe. Donc, faites jamais ça chez vous, les enfants, par pitié. Mais ce qui est formidable, c'est que ça a été incrémentalement dynamique. Donc, super facile à apprendre. Tac. Et ça a donné aussi la naissance à la première stack, à proprement parler, du monde web, qui était la LAMP stack. Donc, Linux, l'OS, quoi. Apache, c'est ça qui va servir en fait, à exécuter notre PHP, MySQL, et le PHP, le runtime, l'interpréteur PHP. Bon, bien sûr. En plus, c'est open source, donc gratuit. Et là, les gars, c'est parti avec PHP 3 et le lancement de la LAMP stack, des gros géants du web qui existent encore aujourd'hui, se sont lancés, y compris Wikipédia, WordPress, Facebook. Et ce qui est incroyable, c'est que PHP, son modèle mental, en fait, est extra simple. On va, quand on poste une donnée, on va recharger, on va partir d'une feuille blanche. Et chaque changement d'état, donc ça va être un post, va donner naissance à une nouvelle page qui va partir from scratch. En fait, c'était le serverless avant que ça devienne un truc vrai, quoi. Incroyable. Donc, comme j'ai dit, chaque requête PHP va donner, va spawn un processus PHP, va être interprété et va être envoyé une à une, quoi, à notre ordinateur où il pourra être affiché. Incroyable. Mais par contre, bon, avec le 56K, c'était pas une masse à faire, donc on rechargeait à chaque fois une nouvelle page, ce qui n'est pas vraiment génial. Et ceux qui ont utilisé Internet à l'époque savent à quel point c'est painful de naviguer, de surfer le web à l'époque. Ok, mais peut-être que, brainstorming, on pourrait utiliser davantage le client pour nous aider à alléger nos pages web. Pourquoi pas, c'est une idée pas mal. Mais le problème, c'est que à l'époque, le JavaScript était très difficile et très lourd à écrire. Là, si on veut afficher ou pas un contenu quelconque sur notre page, il fallait écrire tout ça de lignes de code. C'était incroyablement difficile en fait, de construire de grosses applications. Et là, jQuery, notre petit préféré. C'était vraiment une révolution. Vraiment, cette lib a simplifié tellement la vie des développeurs que c'est devenu de facto en fait, un outil de JavaScript, d'écriture de JavaScript dans le navigateur. Et souvent, quand on va sur Stack Overflow, sur des vieilles questions, c'était comment je fais ça en JavaScript, la première réponse était obligée, c'était jQuery.
Donc classique, et on confondait souvent les deux. Donc vraiment, jQuery est devenu un outil essentiel de JavaScript. jQuery a simplifié beaucoup de choses. Donc il nous a aidé à traverser le DOM, à manipuler les entités dans le DOM, à rattacher des event handlers également à nos éléments, gérer les animations, jQuery UI, yes, c'est trop bien. Et surtout, en fait, je pense, une des principales évolutions de jQuery par rapport à du JavaScript classique, c'était l'introduction de Ajax simplifié. Ajax, c'est quoi? C'est quoi? Yes. C'est Asynchronous JavaScript. En gros, on pouvait, depuis la page web qui était déjà chargée, faire des requêtes au serveur et obtenir de l'information et pouvoir traiter cette information. Donc, là où avant on chargeait toute une page, maintenant on va aller chercher de l'information vraiment appropriée pour faire le changement d'état sur notre application web. Ceci est une révolution. Peut-être que Steve Jobs a dit ça, je ne suis pas sûr. Mais ce qu'il a dit, c'est que, en fait, au début, avant le lancement de l'iPhone, normalement, les applications iPhone devaient être écrites en technologie web, avec l'utilisation de Ajax. Ils étaient convaincus de faire ça, mais bon, il y a eu tout un débat qui n'a pas abouti, mais cette technologie était tellement transformatrice dans les applications web que l'iPhone même a failli les embarquer. Incroyable. Mais par contre, bon, vous savez tous, hein, je ne vais pas vous apprendre, mais jQuery, ce n'est pas du tout scalable. La complexité devient petit à petit extra folle. On peut faire beaucoup de choses très simplement, mais quand on fait beaucoup de choses compliquées, ça devient l'enfer. En plus, ça n'a pas de mécanisme d'état. Tout était normalement géré par le DOM, donc on écrivait souvent les data attributes sur nos nodes, tout ça. Donc vraiment, la source de vérité était perdue quelque part. Et en plus, tout est un petit peu global dans jQuery, ce qui a amené un petit peu à une complexité folle qui part de là. Et là, AngularJS 2010, créé par Google, qui a révolutionné vraiment et a amené cet esprit SPA, donc Single Page Application, en fait, au développement web. SPA versus PHP, en fait, ça veut dire qu'on découple complètement le back-end du front-end. Donc notre front-end a sa vie, il va chercher les données sur... Allô? Donc ouais, découplé, ok, nice. Qui va chercher ces données. Donc en plus de ça, ils ont emmené des features folles comme le routage. Donc on pouvait créer ses vues et naviguer dans le browser sans faire de requête back-end. Incroyable, à l'époque c'était du jamais vu. Et ils introduisaient un couplage relativement faible entre notamment le MVC, le modèle de la vue et le contrôleur, ce qui était cool. Bidirectional Model, c'est le two-way data binding qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais c'était une nouveauté avec Angular qui a permis de faire des choses très rapidement, très vite. Et l'injection de dépendance aussi, c'était une première dans le monde du front-end. Ok, Angular est devenu hyper populaire, incroyablement populaire, jusqu'en à peu près 2016 où son déclin a commencé. Et pourquoi après ça c'est mon avis personnel, je ne sais pas si c'est partagé pour tout le monde, mais en fait Angular c'est très compliqué. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'API publics qui sont exposés par Angular, dont on a du mal à comprendre à quoi ils servent. Le two-way data binding également, qui peut être bénéfique dans certains cas, mais qui peut introduire des bugs un peu étranges, de changement de modèle impromptu, on ne sait jamais. Et bien sûr, le dreadful scope, ceux qui ont touché à cette chose, je pense qu'ils sont scarifiés à vie. Et bien sûr, encore une fois, la learning curve, le ticket d'entrée est très élevé. Et là, forcément, en 2013, React est arrivé, créé par Jordan Molk de l'équipe Facebook, et qui a proposé un changement de paradigme complet par rapport à ce qui existait avant. En quoi ce paradigme a changé? C'est que désormais, ce concept existait un petit peu dans Angular, mais là, ils ont renforcé. C'est que nos user interfaces sont composés de components. Et donc, chaque composant peut être indépendant, ça a son cycle de vie, et peut être composé, peut recevoir d'autres composants qui composent d'autres composants, ainsi de suite. Donc, avoir ces petits building blocks petit à petit.
Aussi, ce que React a proposé, c'est le one-way data flow. Donc, un état peut être seté par une fonction uniquement. Et il n'y a pas de two-way data binding. Ils ont vraiment arrêté ça complet. Et je pense, je l'ai mis en troisième, mais je ne sais pas pourquoi. En vrai, c'est le plus intéressant, c'est que dans React, une vue, c'est une fonction d'un état interne de notre composant et des propriétés qui lui sont passées. Et donc, c'est vraiment cette approche un petit peu fonctionnelle qui aussi donne cette clarté à cette librairie qui est juste incroyable. Ensuite, ça a amené le JSX qui a apparu après la sortie de React, vers 2014, je crois. Et ça a été SSR enabled. Je vais passer un petit peu plus de temps sur donc, le JSX. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de sucre syntaxique sur du JavaScript qui nous permet d'écrire des balises. Donc là, nous avons du code JSX et on mélange du JS et de l'HTML. Ouais, au début, c'était pas... Voilà. Ce que j'allais dire, c'est que ce concept, en fait, a été amené par le XHP, qui vient de Hacklang. Je ne sais pas si des gens connaissent Hacklang ici. Donc en fait, Facebook, en 2008, s'est chauffé de ouf. Et ils se sont dit, OK, on va faire un superset de PHP, mais qui va être asynchrone. On va réintroduire plein de nouvelles features, mais qui va être interopérationnel avec le PHP. Et ils ont fait cette espèce de truc. Et ici, nous mélangeons du code PHP à à de l'HTML. Et ils étaient tellement contents de cette idée quand Jordan Volk a proposé React sans le JSX, il s'est fait un peu tacler par tout le monde. Donc ils ont été obligés, entre guillemets, de proposer la même syntaxe, en fait, qui peut être, ce qu'elle est. Donc à la sortie de React, tout le monde était juste fou, quoi, et crachait complètement dessus sur du JSX. Mais petit à petit, ça s'est calmé. Il y a d'autres frameworks comme Stencil.js, par exemple, ou Quick, ou Solid.js, qui proposent désormais du JSX. Donc on peut dire que c'était un petit peu trop tôt dans leur temps, peut-être. Aussi, qu'il fallait juste que les gens s'habituent un petit peu. OK, un autre aspect de React, qui n'est pas des moindres, c'est le fait qu'il soit SSR enabled. Et en gros, SSR, c'est du server-side rendering. On va, en gros, flusher notre page HTML en parsant, en gros, du React, quoi. Donc, on peut faire une compilation de React vers de l'HTML sur notre serveur. Et ce qui est bien avec... Allô ? Et en plus, ça se fait super simplement. Nous avons une méthode, là, reactdom.renderToString de notre application, et boum, nous obtenons juste de l'HTML, ce qui est super pratique pour les constructeurs des frameworks. Pourquoi le SSR, ça peut être vraiment très bien par des moments? Attendez, je crois que ça charge. Ah non, non, en fait, c'est ça, le problème de client-side rendering, c'est tous les spinners qu'on voit sur les applications qui utilisent juste du client-side rendering. Et nous, en premier, j'espère que comptez le nombre de spinners sur cette page. Ouais, c'est assez tragique. Et donc, en gros, par contre, la vidéo est dégueulasse. Désolé. Mais en gros, voilà, comme on avait l'habitude de placer le fetch de la data dans les composants qui l'utilisaient, forcément, on avait cette spinner fest incroyable qui hantait nos applications. Et donc, le SSR avec la rehydratation, qui nous permet d'avoir de l'interactivité sur notre page une fois que le JavaScript était loadé, c'est un mix parfait entre les multi-page applications telles que le PHP, par exemple, et la single-page application telle que AngularJS. OK, donc ça se passe en plusieurs étapes. Hein. Donc, on demande au serveur une page, globalement. Il nous renvoie le HTML, on charge le JavaScript qui est responsable d'avoir généré cette page à la base. React prend le dessus une fois qu'il est chargé et il rehydrate en gros notre application, il exécute son code React et désormais notre page est interactible. Ouais, bon, il y a de l'interactivité dessus. Donc, vu que React, c'est juste une lib, entre guillemets,
c'est un peu péjoratif, mais ouais, c'est vrai. C'est juste une lib. Bah, faire du SSR à la main, ceux qui sont aventurés là-dedans, vous allez être d'accord avec moi, je pense. C'est très difficile. Et donc, c'est là où en 2016, Next a été lancé par Vercel. Je ne sais plus comment l'entreprise s'appelait à l'époque. Désormais, c'est Vercel, qui a proposé un framework autour de React pour gérer tout ce qui est SSR et plus encore avec juste une facilité incroyable. Donc, en gros, Next.js, ce qu'il propose, c'est de créer une application front full stack avec un serveur et un client-side intégrés déjà de base. Vous n'avez rien à faire. Donc, lorsqu'on a chargé une fois cette page et qu'on navigue, on ne recherche pas toute la page comme en PHP. Hein. On va juste chercher la data qui est nécessaire pour le futur rendering et bam, c'est fini. Donc, les payloads, bah, voilà, c'est plutôt pas mal. Ça propose du server-side rendering, static site generation et incremental static regeneration aussi. Donc, les SSG et ISR, en gros, vous allez précompiler votre page HTML avant que les utilisateurs viennent dessus. Ça vous gagne un peu de performance. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça propose aussi du file-based routing. Donc, en gros, vous allez taper un fichier dans votre arborescence et vous allez obtenir. Enfin, en gros, voilà à quoi ressemble une page Next.js avec du server-side rendering. Et donc, nous avons une méthode getServerSideProps qui va nous obtenir la data. Et on va le fournir dans notre composant page, quoi. Easy peasy. Et donc, le file-based routing, c'est que nous avons une arborescence. Encore une fois, on revient sur du PHP. Hein, une arborescence, en fait, qui va guider notre routing. Incroyable. Donc, on a fait tout le tour. Et ce qui va se passer aussi, ce qui se passe déjà actuellement avec Next.13, c'est l'introduction de React Server Components. C'est un nouveau type de composant, c'est l'augmentation encore une step plus loin de ce qui est capable de faire React. Donc ça nous propose aussi de déléguer la compilation de certains composants sur le serveur. Pas tous, hein, mais certains, et dont on peut inclure des composants qui ont de l'interactivité cette fois-ci. Donc c'est vraiment par node qu'il faut le voir. C'est assez fou. Donc ça ressemble à ça. Hein. Comme vous voyez, cette fonction est asynchrone. Et donc là, on peut accéder à notre DB, aller chercher notre user, encore une fois sécurité. Hein. Et attendez, et en fait, ça ressemble étrangement quand même à du PHP. Et c'est vrai, en fait, on a fait tout le tour. On est allé jusqu'au client-side et on est revenu complètement jusqu'à du server-side. Et le truc, c'est que ça marche avec de meilleures abstractions, un meilleur modèle mental, et des libs plus performantes. On rehache un peu les idées, enfin on retourne vers des idées qui ont déjà existé, avec une autre approche un petit peu légèrement différente. Mais bon, voilà, on retrouve notre PHP chéri, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, comme je disais, ouais, Next.13, c'est PHP sous stéroïdes, clairement. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on peut le généraliser de cette manière-là. Ok. Et je crois... Ok, ouais. Et juste, s'il vous plaît, ne tapez pas l'ADB. Hein. C'était juste pour exemple. Ne tapez jamais l'ADB depuis votre serveur, sans validation en tout cas. Ok. Et en fait, on peut constater un petit peu une certaine tendance là, du développement web front, d'effacer les barrières entre le serveur et le client pour qu'on puisse amener une meilleure DX. Et aussi de la performance dans le front-end. Donc, pas avoir seulement du server-side statique, pas seulement du client-side qui est galère et dont on affiche 1 million de spinners. On va se retrouver plus ou moins au milieu de tout ça pour proposer de meilleures expériences à nos utilisateurs. Et donc, le web a beaucoup changé depuis ces 30 ans, comme vous avez pu le constater. Mais en fait, on retrouve toujours cette même idée à la base du web, celle de, wow, l'animation était chelou, celle de Tim Berners-Lee, je vais la lire quand même en français, hein. C'est qu'il y avait une deuxième partie du rêve dont je vous ai parlé au début, également dépendant du fait que le web soit si largement utilisé qu'il devienne un miroir réaliste
ou en fait l'incarnation principale des façons dont nous travaillons, jouons et socialisons. Et ça, je pense qu'on peut le retrouver dans cette évolution constante des technologies qui vont proposer une meilleure représentation de notre vie dans le web. Et donc, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En gros, le web, c'est un peu comme la mode, c'est cyclique. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ça revient toujours. Rien n'est nouveau sous le soleil, quoi. Exactement. Tout à fait. Oui. Il y a un film sur le making of React, Mhm. récemment sur Ouais, YouTube, ouais. YouTube. C'est ça, ouais. Il y a un film qui est génial sur la création de React et je vous conseille vraiment à tous de le regarder, même si vous n'utilisez pas la lib. Il est génial, il retrace un petit peu les concepts qui ont été utilisés dans React et il y a toutes les stars un peu voilà, du dev web, les Byron, Dan Abramov. Donc, et c'est super bien fait, c'est par Swix, je crois. Donc ouais, n'hésitez pas à le regarder, c'est 1 heure de votre temps, mais bien dépensé, quoi. Yes. Et bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de passer au talk suivant. Merci beaucoup encore pour votre attention. Faire un petit test. Ouais. Ça va presque. En fait, je vais lancer le laser sur quelqu'un. Ok. Bonsoir à tous. Je vais faire une présentation un petit peu plus concrète qui va être axée surtout sur les dernières évolutions pour ma part d'Angular. Il a mentionné la version Angular JS qui effectivement a été une révolution quand elle est arrivée. Puis avec le recul, on s'est dit, mais comment on a pu aimer ça? Et je pense que ceux qui ont fait de l'AngularJS et qui ont fait de l'Angular tout court, enfin qui ont participé à ça, se sont fait à un moment la même réflexion quand justement React est arrivé. Et du coup, on est beaucoup plus orienté composants et on va le voir de plus en plus. Malheureusement, il y a certaines choses qui sont restées de l'ordre d'AngularJS, qui me permet de faire une belle transition du coup. C'est ce qu'on appelle les modules, qui a été, on peut le dire, une complication dans notre expérience de développement. Et en fait, ça c'est quelque chose que l'équipe d'Angular a eu conscience, je pense, assez rapidement, et sur laquelle ils ont essayé de travailler au fil des versions, jusqu'à arriver à l'état actuel avec Angular 15, où on a la possibilité de créer nos propres composants, alors on verra les pipes, etc., sans plus aucun module. Donc là, on est à un stade où ce reliquat, on va dire, va pouvoir passer à la trappe. Donc je vais présenter 3 axes. D'abord, revenir très rapidement sur l'introduction des modules, leurs nécessités, et sur la façon dont l'équipe Angular a progressivement retiré de l'importance à ces modules-là. Ça va être assez rapide. Ensuite, je vais un peu plus rentrer dans le vif du sujet de ce que sont les standalone components. Je vais vous montrer des exemples de avant et après. Il va y avoir surtout du code. D'accord ? Et puis, on parlera un petit peu de la prochaine version, qui est Angular 16, avec les signaux, qui est, on va dire, un pattern bien connu, mais qui revient sous une nouvelle forme d'Angular, alors qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Et puis, on verra ce que ça signifie, notamment pour RxJS, pour la réactivité en Angular, etc. Et puis, on essaiera de voir jusqu'où ça peut nous mener en conclusion. Donc, le long voyage des modules, un peu leur origine, et ce processus pour les retirer. Voilà les 2 principales phrases qu'on peut retrouver sur la première documentation d'Angular, donc l'Angular 2, au sujet des modules. Les modules servent à organiser une application en des blocs cohérents de fonctionnalités.
Et puis les modules consolident les composants, les directives et les pipes dans des blocs cohérents de fonctionnalités. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, hormis, ils sont là pour organiser, c'est pour notre bien. Ce n'est pas tout à fait juste. Donc il nous dit, ça nous sert à nous organiser, ça sert à consolider les composants qui vont ensemble, donc à structurer, donc à architecturer l'application. En réalité, on sait très bien, ça sert surtout au moteur d'Angular à savoir où sont les composants, où sont les pipes, où sont les services, lesquels on utilise, et importer les libs externes, et aussi surtout obtenir un graphe d'injection de dépendance. Donc quand on a un composant qui a besoin d'un service, Angular, grâce à cette méthode-là, sait où trouver le service, comment l'instancier et quelle dépendance lui fournir. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Contrairement à React, qui est une lib et qui fait un rendu extrêmement efficace, React est un framework. Donc il y a de l'injection de dépendance, il y a tout un tas de mécanismes qui fournit avec. Et les modules sont là pour consolider tous ces mécanismes-là, en réalité, plus que pour consolider notre code. Mais en attendant, le résultat était quand même plutôt pratique quand il est sorti. Malgré une certaine lourdeur. Et en fait, il y a eu un mouvement progressif. Il y a eu un mouvement progressif pour diminuer l'importance des modules. Donc en 2016, Angular 2 sort. 2 ans plus tard, il commence à diminuer l'importance des modules sur les services. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à avoir plein de services qui étaient des singletons au sein de l'application. Donc en fait, on avait une seule instance dans toute la durée de vie de l'application pour ce service-là. Du coup, limiter la portée de ce service à un sous-module d'un sous-endroit n'avait pas trop de sens. Et en fait, ils nous ont permis de déclarer le module comme étant un module global à l'application sans le référencer nulle part. Premier retrait. En tout cas, premier retrait notable. Il y en a eu plein de petits, mais je vais prendre quelques notables. En 2020, la propriété entry component des modules a été dépréciée. Ceux qui s'en rappellent des migrations se rappellent d'avoir dû dégager tout l'entry component. Et ceux qui se rappellent d'avant se rappellent de pourquoi il fallait le mettre et en quoi c'était lourd. Les entry components, c'était des composants qu'on pouvait injecter par du TypeScript. Donc soit router, soit on injectait une modale dynamiquement dans le DOM. Et en fait, contrairement à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire simplement déclarer les composants qu'on allait consommer dans nos templates, puisque le template étant à part, il fallait bien trouver un moyen de les déclarer en Angular. Là, carrément, il fallait lui dire, alors en plus de ce que je vais utiliser dans le template, il y en a que je ne vais pas utiliser dans le template, que je vais utiliser dans du code que je vais importer, mais en fait, il faut quand même que je te le dise pour que tu le comprennes. Et ça, c'est un travail qu'ils ont fait pour nous faciliter, encore une fois, petit à petit, l'expérience de développement, en plus de tout un tas d'autres choses, évidemment. Et puis, l'année dernière, fin d'année dernière, l'arrivée des standalone components, pipe et directives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec Angular 6 et Angular 9, les modules ne servaient plus qu'à déclarer des composants qu'on allait utiliser dans des templates. Donc à importer des dépendances qu'on allait utiliser dans des templates, et puis déclarer ce que nous, on allait nous-mêmes utiliser. À partir du moment où ce mouvement est fait de retirer, on n'a plus besoin des modules. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Donc nous y voici, les standalone components. Et on va voir comment on va, déjà un petit peu le principe, et puis concrètement à quoi ça ressemble. Donc j'ai déjà dit, les standalone components, ça sert à déclarer des composants qui se suffisent à eux-mêmes. Donc on a notre composant, on dit celui-là il est standalone, il a besoin de ça, 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 et c'est tout. Chaque composant déclare donc uniquement les dépendances dont il a besoin. Fini les modules pour déclarer les composants, les dépendances, etc. Mais surtout, et ça c'est un effet secondaire qui est bien pratique, ça facilite l'identification d'une dépendance qui n'est plus utile. Du moment qu'on retire quelque chose du template, on va le retirer du composant qui s'en sert, et puis c'est fini. Okay. À partir de là, on n'a plus un gros module qui est à 3-4 dossiers de là, qui dit, voilà, là en dessous, tous mes composants, tous mes sous-composants, ils ont besoin peut-être de ce truc. Et avec des équipes différentes qui bossent sur un même code, ça complique énormément la maintenance. Donc on va prendre une application d'exemple. Voilà. Donc on va dire que je suis fan de statistiques, bon, c'est faux. Et donc voilà une application toute simple qui montre l'évolution de la population américaine de, je crois, 2013 à 2020.
Ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'elle est très simple. Il y a 2 pages, une page d'accueil et une page de statistiques. Et sur cette page, j'utilise une librairie externe qui se trouve être PrimeNG pour afficher le graphique. Donc on se retrouve avec cette structure. Tous les devs Angular la connaissent par cœur. Truc très simple, on a notre app qui est ici. On a notre dossier de service, notre dossier de page. On fait un dossier pour chaque groupe de pages. Donc là, il y a la page d'accueil. Ici, il y a la page principale des statistiques. Et puis, il y a du lazy loading. Ça veut dire que quand on arrive sur l'application, on charge uniquement le module principal. Et puis, selon la route sur laquelle on arrive, on va charger soit ce JavaScript, soit celui-là. Et quand on change de route, on charge uniquement le JavaScript qui concerne la route où on va. Donc, ça permet d'optimiser tout ça. Mais en attendant, ça se fait au prix de modules. Donc juste pour cette partie-là, on a déjà 3 modules. On a le module principal, le module pour déclarer les routes, les sous-routes de notre route, et on a le module pour la sous-page, parce que je veux un peu quand même segmenter, histoire de m'y retrouver dans mes dépendances, surtout si le projet grossit. Mine de rien, là on n'a rien, on a déjà ça. Sachant que ça, c'est ce qu'on obtient en utilisant les schematics, donc les scripts de génération d'Angular. Donc on est sur quelque chose de canonique. Et puis, on décide de passer au standalone component. Donc je ne vous montre pas à quoi il ressemblait avant, puisqu'il n'y a pas grand intérêt. Là, l'évolution, elle est simple. Elle est ici. En fait, dans le décorateur de notre classe, donc en dessous il y a la classe, je ne l'ai pas mise pour simplifier, on déclare que notre composant est standalone, et à partir de là, on lui dit de quoi il a besoin. Donc c'est fini, je peux prendre le module, le supprimer. C'est aussi simple que ça. Donc de quoi il a besoin? De ngIf, puisqu'ici je conditionne l'affichage de mon composant qui contient les statistiques, le chart, quoi, et je le déclare en dépendance ici. Évidemment, si je le mets en dépendance ici, c'est que lui-même est un standalone. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un standalone qui utilise PrimeNG. PrimeNG n'est pas en standalone component actuellement. Il est en module. Donc en fait, notre standalone component, il importe un module à l'ancienne. Ce que ça signifie, c'est qu'on peut migrer progressivement de l'architecture qu'on faisait jusqu'à présent, le fonctionnement avec les modules existants, les libs multiples, etc., qui ont toutes des modules, vers progressivement des composants qui se suffisent à eux-mêmes. Donc on peut se dire, bon ben voilà, là on n'a pas le temps de migrer parce que l'application, il y a trop de lignes, et simplement les nouveaux développements se feront sur ce modèle-là. Le routing aussi, on va le simplifier. En fait, avant, on avait donc ce tableau de route, et puis ce tableau de route, il était consommé par un app routing qui référençait le routing module Angular en lui disant, voilà les routes enfants de ce module Angular. Aujourd'hui, on a juste le tableau de route qu'on exporte directement. On peut l'exporter par défaut, comme on fait là. Et l'intérêt, c'est que quand on le charge, on référence ce fichier-là de route. Comme il est par défaut, on n'a rien à chercher dedans. Simplement, on lui dit, quand on va se rendre sur la route /USA, tu vas charger ces routes-là, qui référencent des pages, et ces pages vont se charger. Au passage, on peut aussi charger directement un composant, puisqu'il est standalone. Au lieu de charger des enfants, on lui dit, ben, quand on va ici sur la page d'accueil, tu vas charger le composant d'accueil, le home page. Et là, comme ce n'est pas un export par défaut, je fais un .zen pour le récupérer. Il restait un élément à modifier, c'était le main. Jusqu'à présent, le main, on n'y touchait jamais, en fait. Il était généré, et puis à partir de là, on l'abandonnait, puisque de toute façon, on modifiait tout le temps l'app module. C'est notre app module qui nous servait de main. L'app module n'existe plus. Donc on a un vrai main, comme on retrouve sur des applications plus classiques, en Java, etc. Et en fait, la différence, c'est qu'on va lui dire, l'application, tu l'amorces sur tel composant, donc le app component, ce qu'on avait déjà de toute façon, donc ça ne changerait. Et je te donne directement une liste de providers. En fait, ces providers-là,
c'était les imports de modules racines qu'on était obligé de faire. Donc on était obligé d'importer l'HTTP Client Module. Pourquoi? Pas pour les composants qu'il contient, mais pour les services qu'il contient qui devaient être fournis à la racine de l'application. Pareil pour le routeur, avec le pattern .forRoute, pour lui dire, tiens, à la racine, voilà les routes de base que je te donne. Donc Angular nous fournit des fonctions qui vont jouer ce rôle-là et nous donner uniquement les providers dont on a besoin au niveau général. Mais en même temps, comment on fait pour les anciennes applications? Les libs, certains ici ont bien connu des fonctionnements comme ça, avec des sous-libs qui sont parfois dans des dépôts à part et qui ont le pattern forRoute. Pour rappel, ce pattern-là, ça sert à potentiellement configurer le module à la racine du projet, lui donner des variables d'environnement, etc. Et donc, que va faire cette fonction forRoute? Elle va retourner une liste de providers, rien d'autre. Eh bien, on a une fonction qui sert à faire la transition de cette méthode statique qui nous retourne un objet qui contient des providers vers ce qui est attendu par l'amorçage de l'application. Et du coup, eh bien voilà où on en est. Donc on passe de ça avant, module, 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 à ceci. On a directement des fichiers de route explicites et uniquement notre structure de composants. Donc ça nous fait toujours ça de moins à gérer, toujours ça de moins à penser, toujours ça de moins en charge mentale, et donc on peut se focaliser davantage sur le développement de notre application. Sachant que là, encore une fois, il y avait 2 pages. Donc l'application finale est grandement simplifiée. Je l'ai déjà dit, mais c'est bon à rappeler, les composants qui sont déclarés dans des modules sont entièrement compatibles avec des standalone components et inversement. Ça veut dire que dans un module, on peut importer directement un standalone component. J'ai parlé des standalone components, mais ça s'applique aux composants, aux directives, aux pipes. Si on se rappelle, j'avais importé directement la directive ngIf. Je n'étais pas passé par l'import du command module. Chose qu'on faisait avant, on importait le command module parce que sinon on ne pouvait pas faire un if dans le template. Okay. Et en fait, pour nous simplifier la migration, il existe dans Angular Core, à partir de la version 15 ou 15.2, je ne sais plus, un schématique qui nous permet de faciliter cette migration. Donc il nous fait par étapes, il y a 3 étapes, de migration progressive des composants, retrait des modules inutilisés, un peu de routing, etc. Cependant, ça a ses limites, parce que comme on a des providers quand même dans des modules, on a pris l'habitude de faire ça, d'avoir des providers dans des modules, alors qu'en fait, ils servent à des groupes de pages. Donc on pourrait le mettre sur une page racine de ce groupe-là. Eh bien, on a quand même le besoin de finir le travail à la main, donc c'est bien quand même qu'ils ne fassent pas tout, ce qui nous évite des risques de régression. Et donc, même en ayant exécuté ces commandes-là, il faut repasser derrière pour retirer les derniers modules qui restent. Ça, c'était pour Angular 15. Donc ça y est, on a éliminé les modules. Mais ce n'est pas le seul mouvement que fait Angular depuis le début. Un des mouvements que fait Angular, c'est celui vers la réactivité. Donc on a eu toujours plus d'intégration d'RxJS dans le framework, ce qui est une très bonne chose, on s'en sert allègrement. On s'en sert pour appeler des web services, et puis après pour remâcher l'information, pour réorganiser notre sortie, etc. Et puis pour l'afficher dans la vue. Mais il y a un autre concept qui permet de faire la même chose d'une manière, on va dire, un petit peu plus légère, c'est celle des signaux. Donc on va voir un petit peu cette nouvelle API qui est en train d'arriver et qui est pour partie encore en PR dans le dépôt d'Angular. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le Pattern Observer. Le Pattern Observer, on l'a déjà croisé, on le croise tous les jours, même si on ne l'utilise pas en ce terme-là. C'est celui d'RxJS, en tout cas celui qu'implémente RxJS, entre autres. J'ai pris une définition de Wikipédia, parce que parfois, ça ne fait pas de mal de revenir un petit peu à une définition de base. Donc le sujet observable, qui est ici, se voit attribuer une collection d'observateurs, ici, qu'il notifie lors de changements d'état. C'est ça la base du pattern. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est un peu cryptique. Ça veut dire que le sujet,
il a une méthode pour enregistrer un observeur et que cet observeur, il a une méthode pour être notifié. On n'a pas besoin de plus pour le pattern. Après que l'observeur, il aille rafraîchir une interface, il aille faire des appels ou faire autre chose, ça, c'est pas le sujet. Ce pattern-là, il est mis en place donc dans RxJS, tout simplement quand on fait un subscribe. Quand on subscribe, on dit à RxJS, eh bien, j'observe ton observable, et donc je m'abonne aux mises à jour. Et cet observeur-là, qui ici est une classe, chez nous, c'est juste une fonction. C'est la fonction qui est passée au subscribe, ou qui est passée à l'objet, à la propriété next de l'objet, si on passe plusieurs trucs. C'est aussi simple que ça. Donc c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Ben, les signaux, c'est une implémentation très simple de ce pattern-là. C'est une implémentation qui limite se limite, pour me répéter, à ce pattern et à rien d'autre. Contrairement à RxJS, la grosse différence, c'est que ce n'est pas nous qui allons observer le signal, c'est Angular lui-même. Nous, on se soucie uniquement de la valeur, ici, de sa mise à jour, ici, et éventuellement de sa transformation s'il y en a. À partir de là, on s'en sert dans le template, Angular le détecte et s'y abonne. Ça veut dire que quand Angular détecte qu'un signal est modifié, il va se mettre à jour. Donc il va redéclencher sa détection de changement. Le même exemple en RxJS. Voilà. Donc, alors, j'ai fait exprès de prendre une forme un peu plus verbeuse, puisqu'il y a quelques tricks possibles. Pour moi, ce sont des tricks, en tout cas. On a donc un premier observable qui est ici, qui est donc un behavior subject, parce que c'est un subject qui a de la mémoire. Donc, il faut se rappeler qu'il nous donne une valeur de base, là où ici, c'est d'emblée. Donc, on a un behavior subject. Et puis, en fait, le fait que ce soit rejeté ou pas, si mon nombre de clics est supérieur ou égal à 3, eh bien, je m'en sers à deux endroits, ici et là. Donc, en fait, au lieu d'utiliser le pipe que je dois rajouter, le pipe async, pour que Angular s'abonne à deux endroits, qui est donc deux abonnements, je sais que c'est lourd, donc j'évite. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'y abonne dans le ng on init. Donc là, je mets ma modification, mon test, et ensuite, je vais aller modifier ma propriété. Sauf que j'ai modifié ma propriété, mais Angular ne sait pas que ça a changé. Donc, qu'est-ce que je fais? Change detector et mark for check. OK? Sauf que je me suis abonné à quelque chose. C'est moi qui m'abonne, c'est moi qui observe. Donc, il faut que je me désabonne. Donc, je dois stocker l'abonnement et en destruction du composant, me désabonner. Ça y est, j'arrive à la ligne 33 de l'exemple et je n'ai pas les imports et je peux en faire, enfin, cliquer sur le bouton, ici. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus simple comme approche, les signaux, beaucoup plus opérationnel, en tout cas, pour la couche présentation. Et là, on peut se dire, mais en fait, c'est la mort d'RxJS. C'est pas si simple. Premier point, les signaux sont synchrones. On démarre toujours avec une valeur. Et on demande la valeur à un instant T, on appelle le signal directement comme une fonction, comme j'ai fait tout à l'heure, counter parenthèse, et j'ai immédiatement sa valeur. Donc si la valeur arrive après, si j'attends une valeur après, il faut quand même que je l'initialise. C'est pas terrible. Les observables, eux, sont faits pour être asynchrones. Ils ne le sont pas forcément, mais ils sont faits pour. La logique d'un observable, c'est une logique asynchrone. Et puis, il n'y a pas que ça. RxJS permet d'exploiter plein d'opérateurs variés et plus puissants tous les uns que les autres. On connaît tous les maps, tap et filters de base, mais il y a merge map, switch map qui servent à combiner des observables. Quand on émet une valeur de base, par exemple une entrée utilisateur, on va aller faire une recherche sur la web app, etc., etc. Donc en fait, les signaux et les observables sont complémentaires, mais pas aux mêmes endroits. Et ça, c'est quelque chose que l'équipe d'Angular a bien compris. Ils l'ont tellement bien compris qu'actuellement en PR, il y a un travail qui est fait pour nous donner deux fonctions pour facilement passer de l'une à l'autre. Du coup, quand on appelle un web service, donc évidemment, ce service-là retourne un observable, on peut utiliser la fonction fromObservable pour prendre en compte, alors c'est mieux si je ne clique pas sur suivant,
pour prendre en compte en fait les valeurs qui seront émises par cet observable, là où les valeurs, potentiellement il y a des switch maps, des merge maps, des combined letters, etc., peu importe. Et comme c'est un signal, je lui donne une valeur initiale. Ça veut dire qu'à l'instant T, au début, ce signal-là, il a pour valeur nulle. Et puis, quand on reçoit la réponse, Angular est notifié immédiatement, automatiquement, et on obtient du coup la nouvelle data qu'on peut afficher dans l'interface. Donc ce qu'on a vu, au cours de cette rapide présentation, ça a été un mouvement progressif, deux mouvements progressifs en réalité. Le premier mouvement progressif, ça a été de retirer la lourdeur des modules pour nous simplifier et en même temps nous faciliter la gestion des dépendances. Le deuxième mouvement qu'on a vu, ça a été autour de la réactivité et de la détection de changement. Et ceux qui font du on-push ont l'habitude d'entendre parler de ça. Par défaut, Angular, dès qu'on fait un clic, qu'on bouge la souris, il va redéclencher toute une batterie de détection de changement sur l'entièreté du DOM, l'entièreté de nos composants, etc. Ceux qui ont fait de l'Angular avec IE, qui est gavé de polyfill JavaScript, savent à quel point c'est lourd. Puisque quand on ouvre une application un peu complexe sur IE, on sent le poids de la dépendance. En fait, on sent le poids de cette détection de changement. Et comment Angular fait cette détection de changement? Comment il sait que des clics ont eu lieu, comment il sait que des promises ont été résolus, etc. Il utilise une lib qui s'appelle Zone.js, dont on a tous plus ou moins entendu parler, même si on ne sait pas comment elle fonctionne. La plupart du temps, puisqu'on n'a pas besoin de le savoir. Zone.js, en fait, va surcharger tout ça. Et il va à chaque fois déclencher Angular à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'au moindre clic, on a un temps mort, déjà au chargement de l'application, et puis au moindre clic, on a un temps mort sur Zone.js. Et ça, c'est quelque chose que l'équipe d'Angular a bien compris. Et la détection de changement on-push, ainsi que les signaux, vont aider à corriger ce problème-là. Parce qu'en fait, à partir du moment où on ne s'appuie plus sur une détection de changement systématique, mais où on va signaler, un peu comme fait React avec son state, on va signaler à Angular systématiquement quand on a un changement, et c'est nous qui allons décider de ce signalement, Zone.js ne sert plus à rien. Et donc, il y a des réflexions actuellement dans l'équipe d'Angular pour carrément dégager Zone.js. Merci à tous. Quelques liens qui ont servi, notamment des articles très intéressants. On verra après pour le mettre peut-être en description de la vidéo YouTube. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Donc là, il y a les providers que tu veux provider dans toute ton appli. Est-ce que tu es obligé de les mettre du coup maintenant dans le... Je sais plus c'était quoi, la racine, dans le bootstrap à la racine? Dans le main? Ouais. Ça dépend. Alors, si ce sont des services, il suffit de les provide en route. Dans ce cas-là, le problème est résolu. Si tu n'es pas dans ce cas-là ou tu es dans des libs externes, oui, du coup, il faudra les importer dans le main. Après, pour reprendre les mots de Robert Cecil Martin, le main, c'est le plus sale des composants. C'est le plus sale des composants les plus sales. Le dirtiest des dirtier des components. Mais du coup, il va servir essentiellement aux providers qui ne peuvent pas être fournis via le providing route. Voilà. Et qui doivent l'être globalement. Par contre, si on a des providers qui doivent être liés au scope d'un composant, là, on peut les mettre comme on pouvait le faire d'ailleurs avant, sur les versions antérieures. On peut utiliser le tableau de provider du composant. Et si on veut du coup les regrouper, provider ceux qu'on... Si on veut les regrouper par couche, par exemple? En fait, par exemple, là, on a vu, pour utiliser un ngIf, il faut déclarer ngIf, puis peut-être que dans le composant, on a besoin de ngIf. Oui. Si on veut dire, je veux provider ngIf ou je veux... C'est pas un provider, c'est un import. Et en fait, on avait déjà ce problème. On importait tout le temps le command module, tellement qu'on ne se posait même plus la question de quoi il servait. C'est qui, ici, a déjà cherché à supprimer le command module d'un import? Voilà, on est 2. 3. Voilà, on est 3. Et effectivement, on ne peut plus faire ngIf. Parce que la directive est là-dedans.
En fait, la différence, alors on peut toujours importer le common module, il n'est pas marqué en déprécié. Donc, je n'ai pas entendu parler de date de dépréciation des modules. Donc, on peut toujours importer le common module parce que NGI, Facing Pipe, etc. etc. Mais sinon, on peut juste importer ce dont on a besoin. Voilà. C'est ce que j'avais demandé justement à l'usage. Les standalone components sont systématiquement importés le common module en fait. C'est quand même pas une foule de rajouter des NGIF, NGFOR. Si tu as des NGIF, tu n'as pas forcément des NGIF dans tes composants. Mais de la même façon qu'on importait tout le temps le common module, qu'on importait souvent le form module, etc. Et ça ne change pas. Ouais. Une question à tiroir. Du coup, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc si on veut provider quelque chose, qu'on ait la même instance, enfin, contexte, imagine, je suis dans une ligne, je veux provider plusieurs services. Je veux provider mes services au niveau global, je veux que l'instance soit partagée, peu importe où elles sont consommées. Donc ce que tu montrais tout à l'heure, c'est que dans ce cas-là, il ne faut pas que mes services soient providés au niveau de différentes pages individuelles, par exemple. Non, mais ça, c'était déjà le cas. Du coup, je crois que tu l'as montré, c'est, par exemple, Angular le fait, pour le HTTP client, avec des fonctions que tu mets dans ton main. Est-ce que ça ne revient pas à créer des modules? C'est une bonne question. Tu peux faire des modules si tu veux retrouver plusieurs services entre eux et tu utilises la fonction import provider, si tu voulais savoir. Oui, on peut, ouais. Ça te permet de faire ce genre de choses. Oui, tout à fait. À terme, l'idée, c'est que tu fasses vraiment un composant et un service. Il pousse à faire ça, il pousse à faire du React. Éventuellement, mais le provide in route, même quand il y a du lazy loading, le provide in route, ça passe en route. Mais au pire, encore une fois, tu peux faire effectivement, en fait, de la même façon qu'on avait un for route, on peut exposer une fonction utilitaire à la racine, qui est là pour exposer nos services qu'on veut provide au niveau de l'application. Donc la différence, en fait, c'est qu'on ne va pas systématiser les modules. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exporter des choses. De la même façon qu'on a dégagé l'uprooting module, en fait, on ne l'a pas réellement retiré. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a remplacé par un export du tableau de route. C'est vrai que dans les grosses applications, on peut avoir tendance à de toute façon séparer les routes du uprooting module. Je ne sais pas si tu as précisé, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que maintenant, dans les routes, on pourra aussi injecter des providers à la demande. Oui, on peut injecter des providers, tout à fait, sur une route. Exactement. Ce qui peut répondre à ton problème, tu as raison. Parce que tu mets tes providers sur ton tableau de route à la racine, sur ta route racine en fait, et à partir de là, toutes tes sous-pages, même si elles n'ont pas de lien entre elles, auront accès au même provider. Mais à un moment, tu as toujours un moyen de te connecter. Il faut toujours que tu te branches. Donc c'est à ça que sert l'uprooting. Donc l'uproot. Pas d'autres questions? Ouais. Comment tu fais pour faire du lazy loading? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ça? Alors, ça change oui et non. En fait, ça change ce qu'on va importer dans le lazy loading. En fait, avant, systématiquement, on faisait un load children et on importait l'uprooting module, qui lui, potentiellement, importait le tableau de route qui était dans un fichier à part. Là, la différence, c'est qu'on importe directement le tableau de route. Et au passage, si le tableau de route est un export par défaut du fichier, c'est un peu à la sauce React, on a l'habitude de faire ça en React, on importe et puis c'est fini. Donc en fait, ça ne change pas foncièrement le lazy loading, c'est une manière un peu différente de le présenter. Voilà. Disons que ça peut être une version plus courte, à la limite. Mais si on ne met pas export par default, on doit faire comme ici, le point .zen, et dire je récupère USAroute. Ouais. L'équivalent du for route, tu l'as montré ou pas? Non, mais du coup, ce serait une fonction. Ce serait en fait le routeur nous la donne. On transforme le décorateur. Provide router. Ça revient à transformer le décorateur du module en fonction. Ouais, en fait, la vraie différence, c'est que si on n'a pas besoin de ça, toute la ligne dégage. Oui. Si on a besoin de ça, en fait, on en viendrait à faire ça. C'est le cas où il y a des paramètres dans le for route. Voilà, je sais. Mais c'est à ça que sert le for route. Réellement, c'est à ça qu'il sert. Et donc, dans ce cas-là, on utilise simplement ce pattern-là. En fait, le pattern for route, for child devient simplement un pattern provide
mon domaine, ma lib, mon machin, avec des paramètres d'entrée éventuels. Voilà, ouais. Pour ceux qui utilisent de l'Angular depuis aussi longtemps que toi et moi, est-ce que ceux qui vont commencer Angular maintenant, ils ne vont pas comprendre certains concepts avec tout ça? Ça fait de plus en plus magique et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi on en est arrivé là. Ils vont directement l'utiliser sans comprendre. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas du coup avoir une vision un peu différente et ce sera enrichissant aussi? Je leur souhaite. Tu vois? Ouais. Moi j'ai le sentiment qu'on se rapproche de plus en plus vers du React. Et justement avec le signal, Ouais. on allège... Alors, React ne fait pas de signal. Alors, ils veulent l'implémenter en interne, mais ils ne vont pas l'exposer. Par contre, ça se rapproche de SolidJS, qui en a des signaux, et de choses beaucoup plus anciennes. Mais je comprends, tu y vois un peu le côté set state. Ouais. Sauf que dans le set state, on va avoir notre state et une fonction qui sert à signaler un changement d'état, sauf qu'en réalité, il lance un re-render. On est quand même dans une logique différente, mais c'est parce que React a un virtual DOM. Et voilà. On est vraiment sur... Après, c'est une façon pour moi de faire un pattern observer, ce useState. En fait, le hook est là pour permettre à React d'avoir un moyen d'observer les changements et d'en être notifié. C'est le même pattern, mais ce pattern, en fait, il date de l'électronique, donc il date des années 70. En fait, c'est des patterns qu'on a vus sous toute une gamme de trucs. Il y a eu des value holders, il y a eu plein de choses. Et là, j'ai une question un peu ouverte, c'est est-ce que à l'avenir, Angular va pas, je sais pas, forker RxJS, intégrer directement dans Angular? Non. Parce que là, c'est une dépendance en fait. Oui, mais depuis le départ. On peut l'utiliser même chez React en fait. Oui, depuis le départ. Et moi, ça m'est arrivé d'utiliser du RxJS sur des libs TypeScript de base, from scratch. Mais c'est un choix. Après, voilà, Angular a fait le choix d'RxJS. Je ne pense pas qu'ils le fork, qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Les signaux, c'est une implémentation interne, donc c'est normal qu'ils portent l'implémentation du lien entre les deux. Voilà. Mais pour rebondir sur le fait de React, faut pas se leurrer. Hein. Le mouvement d'AngularJS vers Angular tout court, on le doit à React, et heureusement. Parce que AngularJS n'était pas orienté composant, c'était orienté contrôleur. Contrôleur avec un immense template qui se bourrait de JavaScript, là où React a fait l'inverse. Ils ont mis du HTML dans JavaScript, mais ils l'ont gardé clean. AngularJS, c'était du grand n'importe quoi. Hein. Le $scope, je m'en rappelle. Hein. J'en tremble encore. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe si sur un observable show, on le transforme en signal avec from observable? Je sais pas si ouais, je vois. Alors, je vais peut-être expliquer. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si on met un from observable avec un observable show, donc cette PR-là. Donc un observable show, c'est un observable qui commence à émettre des valeurs avant même que qui que ce soit observe. Et bien pour moi, il reçoit les mises à jour. En fait, il y a une valeur initiale. Hein. Ici, on met une valeur initiale puisque le signal est synchrone. Après que l'observable soit chaud ou froid, on reçoit les mises à jour. Et ma question, c'était est-ce que... Après, c'est en PR, hein, donc faut voir comment s'il y a des problèmes qui se posent, mais actuellement, c'est en PR. Ouais. D'après tes slides, un des inconvénients de RxJS, c'est qu'il fallait, dans le destroy, se désabonner. Oui. Mais là, du coup, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du fait qu'on l'a converti en signal, automatiquement, l'abonnement... En fait... Alors, des abonnements sur l'observable show, du coup, c'est un grand débat, je ne sais pas. Il faudrait regarder l'implémentation. Mais de toute façon, honnêtement, je pense que la réponse, elle est dans RxJS. C'est-à-dire que quand on s'abonne à un observable show, qu'est-ce qu'on fait? On récupère une souscription ou on fait un take until sur autre chose. Quand on fait un take until, on crée un observable enfant, donc ça ne touche pas le parent. Et quand on a une souscription sur laquelle on se désabonne, en fait, on ne complète pas l'observable de base, on se désabonne. Sauf que comme on a l'habitude des observables froids, ça revient au même sur les froids. Mais sur un chaud, il continue d'exister. Ce que fait Angular, pour moi, alors je n'ai pas réellement regardé en détail, j'ai regardé vite fait les effets, les machins qui sont en fonctionnement interne, etc. Mais
Je ne suis pas allé voir ce point. Donc, ça reste une tentative de réponse. Pour moi, ici abonne. À partir du moment où ici abonne, il garde une référence de l'abonnement. Donc, à partir du moment où il garde cette référence, ça veut dire que quand Angular détruit le composant dont il sait qu'il y a eu des signaux qui s'y est abonné, il va du coup se désabonner de ces signaux, donc les détruire. En se détruisant, ils vont entraîner la destruction de l'abonnement RxJS. Donc je pense que, à mon avis, le sujet n'est même pas sur observable chaud ou froid. C'est juste qu'il détruit son abonnement, et puis s'il était froid, c'est la fin, s'il était chaud, il continue d'exister. Enfin, j'ose espérer que ça va fonctionner comme ça. D'un point de vue théorique, ça me semble logique. D'autres questions? Non? Merci. Vous avez l'apéro là-bas, n'hésitez pas.